Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire du jour. Mon invité, c'est Olivier Van Stock, directeur associé chez Agile Buyer. On va parler du rôle des services achats pour réduire l'impact environnemental des entreprises. Comment permettre aux entreprises de s'engager davantage dans des actions de mécénat? Ce sera le thème du Zoom de notre émission avec Anastasia Andrieux, la présidente de Labelfi. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Vexkin et ses matières 100% végétables issues de déchets de fruits. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Olivier Van Stock. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes le directeur associé et fondateur d'Agile Buyer, auteur de 2 ouvrages sur les achats qui ont été publiés chez Erol. Et puis il y a cette étude chaque année que vous sortez, je crois que c'est la 16e édition, sur les tendances et priorités des départements achats pour 2025. On va beaucoup parler RSE, impact environnemental, mais c'est quoi la leçon principale de cette étude pour commencer? Alors effectivement, c'est la 16e édition de l'étude sur les tendances achats 2025, faite par Agile Buyer et le CNA. Alors il y a plusieurs enseignements. Les directions achats ont 3 piliers. La RSE, on va en parler. Ouais. Il y a la gestion des risques. On est dans un environnement qui bouge de plus en plus, d'une façon géopolitique. Les normes, tout bouge. On est dans un monde qui change tout le temps. Le changement, c'est tout le temps. Et d'une année sur l'autre, sur les 16 ans, on a vu que ça a bougé systématiquement. Et le dernier point, c'est justement la réduction des prix, la réduction des coûts. Ouais. Ça reste très fort. En plus de ça, cette année, on a vu un sujet sur les cartels. Alors les cartels, c'est quoi? Ouais. C'est les ententes illicites. Qu'est-ce qu'on appelle une entente illicite? C'est quand les fournisseurs se mettent d'accord ensemble sur les prix de vente. Et on a commencé à regarder ça il y a 1 an. On voyait que ça se chiffrait en dizaines de millions d'euros. Et l'année dernière, les condamnations se sont chiffrées en centaines de millions d'euros. Je vous prends un cas sur le béton préfabriqué. Ouais. Il y a eu une condamnation à 176 millions d'euros de 11 acteurs qui se sont mis d'accord depuis des années sur le béton préfabriqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les bâtiments ont été victimes de ça. Les entreprises, les particuliers ont été victimes de prix anormalement élevés. S'il reste une autre tendance, avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse, c'est les risques auxquels font face les entreprises. Les risques de défaillance de fournisseurs, c'est ça? Exactement ce point-là, le risque de défaillance pour 2 raisons, la défaillance financière et les problèmes de cyberattaque. Juste pour comprendre le sujet, le risque de défaillance, c'est quand on a un fournisseur qui est critique. Un fournisseur critique, c'est un fournisseur sans lequel on ne peut pas travailler. Si jamais il ne vous fournit pas, vous ne travaillez plus. Je vous prends un exemple relativement récent. Il a manqué des puces. Et donc, parce qu'il a manqué des puces, il y a des usines automobiles qui se sont arrêtées pendant des semaines. Eh bien ça pourrait exister encore et de nouveau avoir un effet boule de neige. On est à un moment de l'année, de l'histoire même, où depuis 15 ans, il n'y a jamais eu autant de défaillances d'entreprises. Ben, si parmi ces défaillances, il y a un fournisseur critique, c'est un gros risque pour votre entreprise. Et sur les cyberattaques, c'est pas nouveau, mais ça fait partie des risques identifiés pour l'année 2025. C'est pas nouveau, mais quand on regarde le nombre de cyberattaques en 2024 par rapport à 2023, ça a explosé. Et le problème, c'est que vous pouvez avoir un fournisseur en bonne santé, tout va bien, tout se passe bien, sauf que du jour au lendemain, il arrête de vous livrer. Et là, c'est un vrai sujet, si c'est un fournisseur critique. Alors, direction des achats et impact environnemental, c'est totalement lié. Donc, c'est forcément, quand on publie une étude comme la vôtre, un enjeu important, année après année? C'est un enjeu fondamental. Alors, effectivement, comme on est là depuis 16 ans, on a regardé le sujet depuis 8 ans. Et pour être très très clair, même si le window dressing existe depuis longtemps, nous on a vu un changement des directions achats réelles depuis 3 ans. Avant on disait, c'est vrai ou pas vrai, mais là depuis 3 ans il y a un changement. Juste pour revenir à votre question, pourquoi est-ce que les fournisseurs sont essentiels dans l'impact environnemental, la RSE en général? C'est très simple. Dans une entreprise qui fait 100 de chiffre d'affaires, en général il y a 30 de main-d'œuvre, mais il y a 60 qui vient des fournisseurs. Donc, ce qu'on fait en interne a moins d'impact que ce que font les fournisseurs. Si on veut travailler sur la RSE, il faut travailler avec les fournisseurs. D'ailleurs, le scope 3, pour ceux qui sont un peu techniciens, donc, est beaucoup plus fort que les autres scopes. C'est-à-dire que, clairement, les fournisseurs sont beaucoup plus contributeurs d'une façon positive
ou négative. Ouais, c'est pour ça que c'est une des questions que je pose le plus souvent à mes invités, c'est qu'est-ce que vous faites sur le scope 3 ? On est bien d'accord que c'est un levier majeur. Et donc ce critère, alors il y a plein de critères évidemment, mais si on prend le plus simple, qui est peut-être le critère CO2, il est de plus en plus intégré par les directions, les départements achats ? Alors, effectivement, c'est le bon point, c'est que quand on travaille sur la RSE dans l'entreprise, avec ses fournisseurs, c'est le critère décarbonation qui vient en tête, le critère CO2. On a grosso modo 3/4 des entreprises qui l'ont mis comme priorité de travailler sur le sujet. Et donc, il y a des plans d'action qui se font, il y a un travail qui se fait. Il y a un travail qui se fait de deux façons. D'une part, avec les fournisseurs existants. On a des fournisseurs existants et qu'on travaille. Comment est-ce qu'on s'améliore par rapport à ça ? Et d'autre part, avec les fournisseurs qui vont être les nouveaux fournisseurs. On voit qu'une façon efficace de mieux travailler sur la décarbonation, c'est de mettre des critères dans les appels d'offres. On met des critères dans les appels d'offres et donc on va naturellement choisir des fournisseurs qui sont plus aptes dans ce domaine. Oui. Sauf s'ils sont plus chers. Il y a un facteur de coût aussi. Si la RSE coûte plus cher, comment les départements achats font avec cette contradiction pas seulement apparente, parfois très très réelle ? Tout à fait réel. Ouais. Thomas Hugues, vous mettez le doigt sur le sujet. Ça s'appelle les injonctions contradictoires. Ouais. Eh bien, effectivement, il y a une volonté forte de réduire les coûts, il y a une volonté forte d'améliorer l'impact carbone, mais il y a de temps en temps des injonctions contradictoires. Donc, il y a des arbitrages qui se font. Les arbitrages se font dans un sens ou dans l'autre, suivant l'envie. S'il fallait faire un parallèle, c'est un petit peu comme la ménagère qui va faire les courses au supermarché. Eh bien, il y a des endroits où elle va prendre le moins cher, il y a des endroits où elle va prendre le produit le plus sain, le plus bon pour la planète. Ça, moi, tout le monde l'a vécu quand on va dans un grand magasin. Eh bien, les entreprises, elles ont le même fonctionnement. C'est la réalité à laquelle on fait face. Et effectivement, comme on est dans une situation où la croissance n'est plus là, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer demain. Mais aujourd'hui, la volonté, c'est de continuer sur cette voie. Oui, mais alors ça rejoint ce que vous nous disiez tout à l'heure sur l'une des tendances de l'année 2025, c'est le risque de défaillance d'entreprise. C'est ça. On y est déjà et on y sera sans doute encore plus. Donc le mot d'ordre, c'est peut-être un peu plus d'assurer la survie de son entreprise et pas de se coller je ne dis pas qu'il faut le faire, mais des surcoûts liés à la RSE. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que ça ne va pas générer des arbitrages en défaveur finalement de ces enjeux environnementaux ? Ça peut, mais pas uniquement. Ouais. Parce que, vous le savez, de temps en temps, avoir un produit qui est plus sain, plus bio, plus biodégradable, c'est un argument de vente. Bien sûr. D'accord ? Donc, en fait, comme c'est un bon argument de vente, ça peut être une façon de développer le business. Si vous êtes en avant par rapport aux autres dans ce domaine-là, eh ben vous gagnerez du business plus que les autres. Donc, en fait, ça peut être un coût tout à fait rentable dans de nombreuses situations. Pas partout, mais tout à fait rentable dans de nombreuses situations. 2025, c'est évidemment l'année de la montée en puissance de la CSRD, la directive européenne sur le bilan extra-financier. Quelles conséquences pour les départements achats ? C'est un accélérateur de prise de décision, notamment sur ces enjeux RSE ? Alors, effectivement, c'est ce que j'appellerais un bon prétexte. Il y a des prétextes qu'il faut avoir, et donc, à partir du moment où il y a ces contraintes-là, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Donc, à partir du moment où il n'y a plus le choix, il faut y aller. Donc, ça peut être un bon prétexte, effectivement, pour passer la barrière du coût, dans certains cas, mais c'est aussi un sacré travail. C'est un sacré travail. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients. C'est-à-dire que ça augmente, on va dire, la partie administrative. Ça augmente la façon de tout écrire. Ça augmente... Voilà. Donc, il y a un coût aussi à la CSRD qu'il ne faut pas se cacher. Mais alors, est-ce que justement, c'est aussi un prétexte utilisé par certains fournisseurs pour augmenter les prix ? C'est exactement ça, c'est une des conclusions de l'étude. On n'avait jamais vu ça avant. En fait, c'est effectivement un prétexte pour augmenter les prix. Des fournisseurs vont dire, on est beaucoup plus vert, on est beaucoup plus RSE, mais on coûte plus cher. Le problème, c'est que c'est difficile d'une façon rationnelle de dire combien coûte la RSE. Autant si vous avez un stylo, si jamais le prix du plastique augmente, eh bien vous pourrez dire il y a tant de grammes de plastique, donc le prix du stylo doit augmenter de tant. Ok. Maintenant, on ne peut pas faire la même chose avec la RSE. Si toute l'entreprise a eu des nouvelles démarches plus vertueuses, combien ça coûte ? Et donc, c'est la faille qui est utilisée par certains fournisseurs en disant ça coûte plus cher parce que donc peut-être que ça leur coûte, le prix était là, ça leur coûte ça, et il est probable qu'ils vous mettent des prix ici. Bon, évidemment, les directions achats regardent ça de près, mais
On parle énormément de la CSRD dans cette émission, peut-être un peu moins d'une autre réglementation européenne sur la déforestation importée. Là aussi, j'imagine que pour les départements achats, c'est quand même un enjeu majeur. Alors, on n'a pas regardé ça précisément dans l'étude, et surtout, ça concerne une partie, plutôt ceux qui seront dans le produit que qui sont dans le service. Là, on n'a pas de réponse dans l'étude cette année. Oui, mais on sait, parce que, alors ça a été retardé d'1 an, la mise en œuvre de cette directive, mais elle a forcément des conséquences, puisque on sera interdit sur le marché européen de vendre des produits qui provoquent de la déforestation à l'autre bout de la planète. Donc on peut imaginer ce que ça veut dire. Il nous reste un peu moins d'une minute. Vous l'avez évoqué, on est dans une période de fin de l'inflation, donc ça c'est ressenti, on n'est pas sur les enjeux RSE, mais ça va être une des tendances majeures de l'année. Effectivement, on est sur un début de déflation. Avant, on était sur une inflation qui était de 3%, puis 2%, maintenant on est aux alentours de 1%. Ça veut dire qu'il y a des produits où l'inflation est négative. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, les directions achats font leur boulot. Pour renégocier. On va se le dire, avant le Covid, les prix étaient là. Même chose, les prix ont augmenté. Bon, on va revenir à un prix plus normal. C'est normal, c'est sain, et ils font un boulot utile en entreprise dans cette période un peu compliquée. Merci beaucoup et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre Zoom tout de suite, le mécénat d'entreprise. Le Zoom de Smart Impact consacré au mécénat d'entreprise avec Anastasie Andrieux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la présidente de La Belle Fille. Pourquoi vous l'avez créée? Présentez-nous rapidement La Belle Fille. Alors avec plaisir. Déjà merci de me recevoir. Donc La Belle Fille, c'est surtout l'expérience en fait d'une première en fait aventure professionnelle dans le mécénat. Donc j'ai été directrice en fait d'un fonds de dotation pendant un peu plus de 4 ans. Donc le fonds de dotation Vereka qui existe encore aujourd'hui. Et en fait au cours de cette expérience, au cours de ces 4 ans à la tête de cette structure, je me suis rendu compte vraiment de 2 constats. Le premier, c'est que le mécénat souffrait encore d'un gros déficit d'image. On pense tout de suite aux grosses entreprises, aux grands donateurs, et on pense un petit peu moins aux entreprises type PME qui sont en fait les premières en fait, qui s'infiltrent dans le dispositif du mécénat. Et surtout, le deuxième constat, c'est que le mécénat en fait, souffrait aussi de cette approche assez complexe. On l'imagine vraiment compliqué à mettre en œuvre. On ne sait pas trop comment ça se passe, une grande opacité des dispositifs. Et donc, l'idée est venue de là. Après qu'on m'ait approché plusieurs fois, moi aussi, je voudrais monter mon fonds de dotation, mais je ne sais pas comment. Donc, l'envie s'est concrétisée dans la structuration d'une agence qui permet aujourd'hui la création et ensuite la gestion d'entités philanthropiques dans le temps. Alors, justement, quels services vous proposez à vos clients? Alors, on va dire qu'il y a vraiment 2 pôles. Il y a vraiment un premier pôle qui est celui de la création de structures philanthropiques, donc notamment des fonds de dotation, parce que c'est la forme à laquelle je suis la plus à l'aise. Ça va être vraiment du début, donc j'ai envie de m'engager, jusqu'à l'immatriculation de la structure. On a vraiment un accompagnement 360 clés en main, vraiment sur toute cette première partie qui est celle de la définition de la mission, de la caractérisation de l'intérêt général, et ensuite évidemment de la rédaction des statuts, vraiment tout cet aspect juridique et fiscal. Donc on accompagne en fait le client du début jusqu'à l'immatriculation de la structure. Et ensuite le deuxième service, ça va être la gestion. En fait, moi j'ai été moi-même directrice d'un fonds de dotation, et je pense qu'on sous-estime encore beaucoup la charge de travail et les compétences qui sont nécessaires en fait pour piloter une entité philanthropique. Aujourd'hui, en France, 95% des fonds de dotation qui sont pilotés par 1 ou 2 personnes. Enfin, c'est vraiment des équipes qui sont très réduites. Et donc, on les accompagne dans la gestion de ces outils. Donc, vraiment, ça va être la publication des comptes, ça va être la rédaction des rapports d'activité. Vraiment, tout ce qui va venir rythmer et réglementer, en fait, la vie de ces entités philanthropiques. Un fonds de dotation, alors, quand il y a votre expérience, puis celle de vos clients, c'est quoi? C'est examiner des projets, des dossiers, choisir qui on va aider? Ça semble très simple quand je le dis, mais... Non, au contraire, parce que c'est souvent une question qui se pose. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a 2 typologies de fonds de dotation. Il y a les fonds de dotation qui sont redistributeurs et ceux qui sont opérateurs. Donc, concrètement, ça va être une entité juridique qui est vraiment dédiée à l'intérêt général et dans laquelle soit on insuffle des fonds pour derrière les redistribuer à des associations qui sont en adéquation avec les valeurs de la structure, mais ça peut être aussi des fonds opérateurs. Dans ce cas-là, il y a vraiment un programme qui est dédié, une équipe qui est dédiée et qui peut accomplir en fait des actions en fonction souvent du secteur d'activité. Donc, pour vous citer un exemple, le fonds de dotation Vereka que j'ai dirigé pendant 4 ans, Vereka est un promoteur immobilier qui construit avec de la pierre de taille massive. Et le fonds de dotation qu'on avait monté, en fait, avait tout un narratif autour de la pierre de taille. Donc, c'était des résidences d'artistes autour de la pierre de taille qui étaient abritées au sein des immeubles qui étaient en attente de construction. Enfin, on pense vraiment à des choses assez créatives, vraiment
ciblé sur le secteur d'activité des fondateurs. Est-ce que la France est une terre de mécénat d'entreprise ? Oui, tout à fait. Oui. Oui, tout à fait. Bon, alors déjà parce que on a des lois qui sont très incitatives, on a une réglementation qui est très incitative, qui voilà, pousse aussi les entreprises, ou en tout cas les favorise en tout cas le climat du mécénat. Et puis ensuite, on se rend compte qu'il y a une grande passion du mécénat territorial en France. Donc, c'est vrai qu'intimement, on pense toujours aux grandes actions de mécénat, notamment avec Notre-Dame récemment. Mais on pense un peu moins justement à ces structures type PME qui vont venir donner un ticket pour rénover une école, rénover un préau, donner un coup de pouce à une association locale. Et la France est véritablement une terre de mécénat. Il y a une baisse des dotations des collectivités locales, des budgets des collectivités locales en ce moment. C'est un des enjeux majeurs de cette année 2025. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des fonds de dotation, ils vont pouvoir parfois prendre le relais ? Oui, alors le fonds de dotation n'est qu'une des formes qui sont possibles, en tout cas pour les entreprises, d'explorer dans le cadre du mécénat. Il y a aussi la fondation d'entreprise, et puis il y a aussi le mécénat en direct, parce qu'une association d'intérêt général peut tout à fait toucher du mécénat hors fonds de dotation. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'en ce moment, et surtout dans le contexte actuel, il y a beaucoup d'entreprises qui se font le relais, un peu justement de ces politiques culturelles, de ces politiques publiques. Et on se rend compte que c'est pour différentes raisons. La plupart du temps, c'est pour agir sur l'attractivité de l'entreprise, notamment sur les sujets d'employabilité, de recrutement, de fidélisation des talents. Aujourd'hui, les jeunes générations ont envie de s'investir, ont envie de s'engager en fait auprès d'entreprises qui ont elles-mêmes des valeurs fortes. Et donc souvent, l'entreprise se fait un peu le relais, vient aider par-ci par-là sur des actions qui sont très ciblées. Et moi, je trouve qu'on est vraiment dans un environnement qui est très très propice au mécénat. Mais alors, vous nous dites que la France est une terre de mécénat. Quels sont les freins ? La complexité, la paperasse Je pense que c'est un peu des deux. Je vous avais cité en général les deux mots qui viennent justement en frein. Alors la complexité, parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours très bien comment on le met en œuvre, qui est éligible, comment ça se passe. Voilà, donc il y a vraiment, d'abord je pense, un peu une opacité de ces dispositifs. Alors on a la chance en France d'avoir des agences comme l'Amicale ou d'autres qui se font des vrais relais d'information sur ces sujets, mais c'est vrai que l'information n'est pas toujours simple à obtenir. Et puis ensuite, il y a effectivement un peu cette pluralité d'interlocuteurs et cette complexité, parce que voilà, c'est une matière qui reste juridique, c'est une matière qui reste un peu fiscale, mais dès qu'on en comprend les rouages et qu'on comprend surtout comment ça peut s'intégrer dans une stratégie d'entreprise, c'est un peu, chez La Belle-Fille, c'est ce qu'on essaie d'adopter, vraiment d'adopter tout le verbatim, tout le vocabulaire des entreprises pour qu'elles comprennent qu'elles ont tout avantage à donner et que ça s'inscrit vraiment dans un levier de développement et de stratégie entrepreneuriale. Et quel retour sur investissement, je mets des guillemets, mais bon, quand même, on comprend bien l'idée, peuvent en attendre les entreprises. Il y a des chiffres, alors évidemment, vous imaginez bien que je les connais par cœur, mais il y a des études qui ont été faites. Donc un premier retour sur don, tel qu'on pourrait le dire, c'est ce côté attractivité des talents. Donc on se rend compte aujourd'hui, il y a un baromètre du MEDEF qui a été publié, 82% de la génération, des jeunes générations qui ne s'engagent que pour des entreprises qui portent des valeurs fortes. Donc retour tangible vraiment sur ce côté fidélisation des talents, moins de turnover. Ensuite, il y a la préférence des consommateurs. C'est un baromètre IFOP, cette fois-ci, 91% des consommateurs qui préfèrent acheter auprès d'entreprises qui portent des valeurs fortes. Et puis, en dernier lieu, aujourd'hui, c'est les investisseurs aussi qui regardent justement ces critères, alors qu'on appelle ESG, qui sont environnemental, social et gouvernance, mais qui regardent maintenant ces lignes, 78% d'entre eux, avant d'investir dans une entreprise, parce que ça mesure un peu la durabilité, la résilience, justement, de ces structures. Est-ce que c'est vrai aussi des collectivités ? C'est-à-dire qu'on voit des collectivités locales qui commencent à conditionner des subventions, des choix d'investissement justement à ces critères ESG ou RSE. Oui, et peut-être d'une certaine manière, tant mieux. Alors, je ne sais pas si c'est conditionné. En tout cas, ça pousse en tout cas à penser à l'écosystème dans lequel on va venir s'implanter. Moi, je pense très directement au secteur du bâtiment et de la construction parce que j'y ai moi-même passé un peu de temps. Bien, c'est vrai que aujourd'hui, on considère vraiment la responsabilité finalement de ces acteurs du bâtiment quand ils s'implantent dans un quartier, quand ils s'implantent dans un écosystème. Mais finalement, en fait, plutôt que d'arriver et puis de poser un bâtiment, en fait, comment on fait le lien avec les associations, comment on s'implante. Et je pense que les collectivités, effectivement, invitent en tout cas et poussent à la réflexion sur ces sujets. Ouais. Vous nous avez détaillé un certain nombre de retours sur dons, retours sur investissement. Moi, je me pose la question de la communication. Est-ce que les entreprises qui pratiquent du mécénat via des fonds de dotation ou des fondations, elles osent en parler ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais de plus en plus. De plus en plus. Alors,
je vais répondre en deux parties. Alors déjà, elles en parlent, mais c'est vrai que la communication d'intérêt général a quand même toujours cette subtilité que voilà, il faut que on mesure un peu. C'est d'abord l'impact et ensuite la communication. Donc ça c'est un premier point. Alors elles en parlent, oui, mais elles en parlent différemment. Ça va moins être des campagnes un peu vertigineuses, comme on peut l'imaginer de la communication peut-être un peu plus standardisée. Donc voilà, c'est toujours fait avec des pincettes. Et je dirais qu'ensuite... Pourquoi c'est fait avec des pincettes? Parce qu'on a peur d'être attaqué sur autre chose? C'est-à-dire que je pense pas que on a ce soit peur le but d'être premier. accusé de social ou de greenwashing? Oui, au-delà de ça, parce que je pense que c'est pas forcément le but premier. Je pense que le fait, c'est d'abord soutenir, c'est peut-être aussi s'ancrer différemment. Je pense que la communication vient à un moment, évidemment, se mettre en jeu, mais parfois, on laisse aussi l'association bénéficiaire, en fait, s'occuper de la communication, de l'annonce. Enfin, je pense que c'est fait de manière un peu plus subtile, un peu plus délicate, parce que c'est pas le but premier, en fait, de l'action. Mais je répondrai ensuite derrière en disant que peut-être qu'il y a une invisibilité de certaines actions de mécénat quand elles sont un peu moins retentissantes que des grandes opérations, comme on peut le voir sur Notre-Dame, qui sont évidemment plus que nécessaires. Mais c'est vrai que sinon, on a un combat chez la Belle-Fille, c'est vraiment de rendre en tout cas ces structures plus modestes, PME, voilà, autres TPE d'ailleurs, tous ces acteurs un peu territoriaux, et ce serait bien d'avoir peut-être un peu plus de visibilité, un peu plus de communication sur ces acteurs de l'ombre un peu qui parfois prennent le relais. La communication, c'est aussi un moyen de créer des vocations chez d'autres, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense. Est-ce que vous voyez cet effet d'entraînement à l'œuvre? Eh bien, je ne le vois pas assez. J'aimerais le voir d'autant plus que je pense que certaines entreprises, en tout cas certaines PME, sentent encore le frein de la légitimité. Est-ce que moi, je suis en mesure de donner? Est-ce que je suis... Parce que voilà, il y a cette image du mécène qu'on attribue encore aux grandes fortunes et moins à ces trucs-là. Et je pense qu'il y aurait effectivement un effet d'entraînement. Il n'y a que 9% des entreprises en France qui sont mécènes. Donc il y a tout un boulevard à aller explorer là-dessus. Oui, il y a encore, même si vous nous dites que la France est une terre de mécénat, il y a encore des progrès, des progrès à faire. On peut prendre un exemple d'action dans lequel la Belle-Fille est partie prenante, c'est la Biennale Multitude en Seine-Saint-Denis. Alors, c'est quoi? Quelle entreprise? Expliquez-nous. Mais tout à fait. Alors, c'est un très bel exemple en plus que vous citez. Donc, on travaille maintenant avec le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis depuis plusieurs mois. Et le Conseil départemental, dans sa mission et sa vocation, évidemment, de rayonnement, des cultures, voilà, puis le 93 était quand même une terre de diversité et d'inclusion qui est assez incroyable. Donc, il porte une biennale. Donc, la première édition avait lieu l'année dernière. Et donc, enfin, plutôt il y a 2 ans, parce qu'on est en 2025 depuis peu. Et donc, la deuxième aventure se passe cette année. Et donc, ça va être une série de concerts, une série de démarches, de démonstrations, de manifestations, etc. Il y a même une parade, en fait, qui va avoir lieu. Et là, l'objectif pour nous, ça va être d'accompagner le département, qui, lui, peut recevoir du mécénat, dans l'identification de qui, au sein du tissu économique extrêmement fructueux du 93, va pouvoir donner dans le cadre de cette œuvre charitable. Et donc, on fait vraiment de la stratégie d'identification des mécènes et on accompagne donc les entreprises qui vont donner dans le meilleur accompagnement. Donc, est-ce que c'est du mécénat de compétences? Est-ce que c'est du mécénat financier? Est-ce que c'est du don en nature? Enfin, voilà, il y a une multitude de manières de donner. Quelques chiffres, tiens, pour conclure. 76% des actions de mécénat ont lieu au niveau local ou régional. Ça rejoint tout ce que vous nous avez dit. 78% des entreprises interviennent financièrement auprès des porteurs de projets. Et puis alors, ce chiffre très intéressant, 46% des entreprises donnent moins de 5 000 € par an. Il faut communiquer et inciter les plus petites entreprises à y aller, quoi. Oui, tout à fait. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, ici, ça fait partie des valeurs qu'on porte, je pense, de manière commune. Mais oui, effectivement, il faudrait rendre plus visibles ces actions parce qu'effectivement, des petits dons, en fait, accumulés font toute la différence. Et moi, je suis assez optimiste sur le futur. Merci beaucoup, Anastasie Andrieux. Et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Loïc de Brabander. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur, directeur général de Vexskin que vous avez créé en janvier 2022 avec votre épouse Anaëlle. Donc c'est une histoire de famille. C'était quoi le déclic ? Eh bien, alors j'ai pris l'habitude de dire que c'est une excellente idée de mon épouse, végétarienne, qui se disait pourquoi mettre un animal mort à mes pieds si j'en mets pas dans mon assiette. Et en cherchant une alternative au cuir, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui existait sur le marché était composé essentiellement de plastique. Et pour nous, ça a été un véritable non-sens de dire on va aller sur la cause animale environnementale et à la fois on remplace ça par du plastique. C'était pas très cohérent en tout Effectivement. cas. Et donc, il a fallu trouver d'autres matériaux. Quels matériaux ? Eh bien, comme ça n'existait pas, on l'a inventé.
On a développé quelque chose en valorisant des déchets, puisqu'on voulait vraiment s'inspirer de l'économie circulaire, de la Blue Economy, et on a sourcé des déchets qui étaient proches de chez nous. Et les bananes étaient un fruit exceptionnel, puisque vous l'ignorez, mais Lille est une plaque tournante de la banane. D'accord, parce que vous êtes dans le Nord. Le port de Dunkerque, effectivement. Nous sommes lillois. Et sur notre territoire, ça représente des quantités conséquentes de bananes qui sont mis à la poubelle entre l'importation et la grande distrib. Et nous, on vient apporter une solution à ce moment-là pour valoriser les fruits. Alors déjà, j'apprends quelque chose. Donc il y a une déperdition importante. C'est des bananes qui ont été abîmées lors du transport. Qui n'ont pas la bonne forme, etc. Donc vous récupérez des bananes entières, on est bien d'accord. Et alors vous les transformez en cuir, je mets des guillemets, comment vous faites? Alors, on a développé un brevet qui nous est propre, un process qu'on a breveté et qui nous est propre, qui nous permet d'avoir un taux de valorisation de déchets exceptionnel et qui permet d'avoir des matières comme celle-ci, qui sont... Montrez-les un peu plus haut, qu'on la voit bien, ouais. Pour lesquels on peut avoir différents coloris, etc. Donc avec ça, on peut faire toute la maroquinerie qu'on imagine, des chaussures, des sacs, etc. Alors la chaussure, pour l'instant, pas encore, parce qu'il y a des spécificités de flexion, de résistance, etc., qu'on n'a pas encore validées. Mais c'est l'idée d'aller sur ce segment-là, l'industrie automobile, l'ameublement dans un second temps. Et nos vrais premiers clients sont les maroquiniers. Vous en êtes où du développement de votre entreprise aujourd'hui? On en est au tout démarrage, puisqu'on a fait beaucoup de R&D et on commence la commercialisation de nos échantillons et on est en pleine levée de fonds pour justement financer des outils de production nous permettant d'aller un peu plus loin sur le marché. Donc vous êtes en phase de passage à l'échelle en quelque sorte. La levée de fonds va vous permettre quoi? Va vous permettre de rentrer dans une phase un peu plus industrielle? Surtout de financer déjà des outils qui permettent de fabriquer en plus grande quantité que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est encore à l'échelle laboratoire, sans trahir de secret sur le sujet. Qui sont vos clients potentiels? Les géants du luxe, mais aussi tous les maroquiniers ou les petites structures qui sont engagées et qui ont envie de pas sourcer du cuir, mais des matières alternatives, que ça soit alternatif au plastique ou au cuir, puisqu'on a une composition vraiment exceptionnelle dans nos produits. Quel défi vous avez dû relever? Passer de la banane à un substitut du cuir? On a pensé out of the box, véritablement, et c'est ce qui nous a permis d'aller chercher l'inspiration dans des univers différents et de ne pas chercher que dans l'industrie, de manière à aller chercher le meilleur de chacun des univers et de créer notre propre recette. Un exemple? On s'inspire un peu de la cuisine, par exemple, et on mélange certains additifs qu'on peut retrouver en cuisine qui ont une fonction bien particulière dans notre process. D'accord. Donc la levée de fonds, elle est en cours. Vous espérez lever combien d'argent et à quel point vous en avez besoin d'une certaine façon? Alors, à quel point? C'est vital, véritablement. Le besoin aujourd'hui en equity, il est de 500 000 euros. Et ça va permettre de créer 5 emplois à très court terme et surtout de mettre en place une unité de production nous permettant d'assouvir un besoin journalier d'à peu près 35-40 mètres carrés jour. Est-ce que les géants du luxe dont vous parlez, ils sont prêts à investir? Pas sur ce premier tour. C'est trop tôt? A priori, c'est un peu trop tôt et eux attendent des solutions qui soient éprouvées et disponibles en quantité industrielle déjà, puisqu'ils ont des soucis de logistique et très importants, on les comprend. Donc, ils viendront dans un second temps. Ce sera la prochaine étape qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Loïc de Brabander, et bon vent à Vexskin. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut, à très vite.